Vous le savez, désormais le mardi, c'est votre rendez-vous consacré aux entreprises des Hauts-de-France. Bienvenue donc dans votre magazine Business Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous recevons Thomas Georges, le dirigeant de Chevalier Nord. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, nous allons parler de restauration et de réhabilitation du patrimoine ancien, puisque c'est au cœur de votre entreprise basée à Saint-Martin-les-Tatinguèmes. Et avec nous également notre experte Jeanne Magnin, journaliste du journal des entreprises. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Philippine, bonsoir Monsieur Georges. Bonsoir. Alors, et d'abord, donc, pour remettre en contexte Chevalier Nord, quelques chiffres. L'entreprise est née en 1988 et vous comptez 70 salariés et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je le disais rapidement, vous intervenez principalement dans la rénovation et la réhabilitation du patrimoine ancien. Est-ce que vous pouvez déjà nous donner une idée des chantiers sur lesquels vous travaillez ou vous avez travaillé ? Oui, bien sûr. Alors, on est basé donc sur le Pas-de-Calais. Donc, on fait essentiellement notre activité sur le territoire du Nord et du Pas-de-Calais. Donc, on restaure les monuments publics, privés. Nous sommes spécialisés dans la restauration des monuments historiques. Donc, on travaille sur les églises, les châteaux, les cathédrales. Là, actuellement, on travaille sur la restauration du Palais Rameau à Lille. On termine la restauration de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer. Voilà quelques exemples de chantiers en cours. C'est des gros travaux. Comment on concilie ces travaux en limitant l'impact environnemental ? Alors, limiter l'impact environnemental dans la restauration du patrimoine, c'est entre guillemets quelque chose qu'on fait naturellement, puisqu'on utilise des matériaux qui sont biosourcés, géosourcés. Et quand on restaure un bâtiment, on le restaure pour plusieurs centaines d'années. Donc quand on calcule l'impact des travaux, les émissions de CO2 pour la restauration d'un chantier et qu'on divise par le nombre d'années d'usage du bâtiment, on arrive sur des valeurs qui sont très très faibles. Donc la restauration du patrimoine en termes d'impact écologique est de base très faible. Là où on va pouvoir travailler surtout, c'est sur les émissions liées à notre activité, notamment en atelier. C'est pour ça qu'on a fait le choix dès 2020 d'investir dans l'installation de panneaux photovoltaïques pour alimenter nos machines à l'atelier. Parce que vous travaillez donc sur des bâtiments qui sont très anciens, ça doit être difficile de gérer une rénovation tout en étant respectueux du lieu justement qui a été construit dans les années... Oui, effectivement. Donc, quand on restaure des monuments historiques, on doit se tenir à la remise en état d'origine des monuments, dans le choix des matériaux, dans le choix des techniques, dans l'architecture. Donc, on est accompagné par des architectes du patrimoine, par des architectes en chef des monuments historiques, qui guident les entreprises justement à préserver l'authenticité des bâtiments. Donc après, ça va être plutôt vraiment au sein des ateliers, au sein des entreprises qu'on va pouvoir avoir un impact important. Même si on adapte certaines techniques à l'usage des bâtiments, notamment les bâtiments publics, les mairies ou les palais de justice, pour essayer de limiter l'impact environnemental du bâtiment. On a très peu de manœuvres. Et vous évoquez justement les travaux que vous avez menés, enfin les investissements que vous avez menés sur vos locaux, donc les panneaux et aussi une réserve d'eau, c'est ça, pour alimenter les machines qui tournent, qui ont besoin d'eau pour être refroidies ? Oui, c'est ça. Donc, on a des machines de débit, donc qui nous permettent de débiter les pierres. Donc, c'est des machines qui sont très gourmandes en électricité et elles tournent à l'eau pour éviter les poussières. Donc, on a tout un système de récupération des boues, donc générés par la découpe des pierres, qui ensuite, donc les eaux sont traitées, recyclées, mais il y a toujours des manques, il y a toujours des pertes dans le système de recyclage. Donc, pour compenser ces pertes, donc nous avons mis en place un système de récupération des eaux de pluie pour réinjecter de l'eau pluviale dans le système. Et ce système pour l'eau et les panneaux photovoltaïques, pardon, c'est un investissement de combien de... Vous avez consenti quelle enveloppe d'investissement ? Alors, on a un investissement d'environ 120 000 euros. Sur cet investissement-là, donc notamment sur la partie photovoltaïque, nous avons pu bénéficier d'une aide de la région de 30% du montant de l'installation photovoltaïque, ce qui a permis de réduire fortement l'impact. Et quand on calcule la rentabilité du projet par rapport aux économies d'électricité qui seront engendrées par les panneaux, on estime à environ 8 ans le retour sur investissement.
C'est une durée qui s'est raccourcie avec la hausse des prix de l'énergie ces derniers mois? Oui, en effet. Nous, quand on a fait l'étude en 2020, le prix du kilowattheure était environ 10 centimes d'euros. Aujourd'hui, il est à 17 centimes d'euros. Donc naturellement, le retour sur investissement est beaucoup plus rapide aujourd'hui avec la hausse de l'électricité. Vous vous êtes également tourné vers le numérique. En quoi ça vous aide aujourd'hui dans la rénovation des lieux patrimoniaux? Alors l'usage du numérique existe dans la profession depuis déjà plusieurs années, mais il s'est fortement développé ces dernières années, notamment avec l'arrivée des drones pour les architectes qui nous permettent de faire des diagnostics sur les bâtiments beaucoup plus poussés, puisqu'ils permettent d'accéder sur les parties hautes des édifices. Et pour notre profession, donc la taille de pierre, grâce au numérique, la machine va permettre d'aller plus loin dans le dégrossi de la pierre, qui est une partie ingrate et pénible pour les salariés. Donc grâce à la machine à commande numérique, on réduit fortement la pénibilité pour nos tailleurs de pierre, qui se concentrent essentiellement sur la taille manuelle, leur vrai savoir-faire. Et donc ça permet peut-être aussi d'amener des jeunes plus vite sur des métiers assez techniques comme la rénovation, etc., la restauration à l'identique de... Alors, dans nos métiers, au niveau de la taille de pierre, on a la chance d'avoir des écoles qui sont encore très très présentes et on a encore des élèves qui s'intéressent à ce métier. C'est plutôt sur la maçonnerie, la partie maçonnerie où on a un peu plus de difficultés de recrutement. C'est des métiers qui sont pénibles, qui sont des métiers d'extérieur. Même si on fait le maximum pour assurer le confort des salariés sur les chantiers, on ne peut pas éviter les aléas du climat, on ne peut pas éviter la poussière, même si on fait le maximum. Vous connaissez des tensions aussi dans le métier? On parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. Vous le voyez aussi, ça? Alors oui, pénurie de main-d'œuvre, surtout de la main-d'œuvre qualifiée. Parce qu'on a des jeunes qui sortent d'école, donc qui n'ont pas forcément encore toutes les compétences, notamment en maçonnerie traditionnelle, historique, puisque dans les écoles on apprend la maçonnerie courante. Donc il faut former les jeunes quand ils arrivent chez nous aux techniques anciennes. Donc ça c'est tout à fait normal. Mais ce qu'on regrette aujourd'hui, c'est que les classes sont vides. On manque d'élèves dans les formations. Alors que vous avez des postes à pourvoir et qu'il y a une activité qui est dynamique et vous auriez besoin de main-d'œuvre. Oui, bien sûr, on recrute en permanence. Le moindre jeune qui souhaite faire un apprentissage chez nous est accepté s'il a l'envie et la motivation. Eh bien, l'appel est lancé. Merci beaucoup Thomas Georges et on passe tout de suite à l'actualité des entreprises. Et ce soir, Jeanne, vous nous parlez de Ducatillon. Et oui, Ducatillon, une entreprise comme beaucoup du territoire qui sont discrètes et pourtant qui connaissent de belles croissances. Ducatillon, c'est de la vente à distance sur catalogue et sur Internet de tout ce dont les passionnés de loisirs outdoor peuvent rêver, donc surtout pour les chasseurs et les pêcheurs, mais aussi pour les passionnés d'équitation, de randonnée, d'élevage de poules, de lapins, et même d'apiculture. Et la société se développe fortement? Tout à fait. Elle fait notamment le bonheur de ce qu'on appelle les néo-ruraux, donc tous ces gens, souvent assez jeunes, qui ont quitté la ville après le premier confinement pour s'installer à la campagne, en tout cas dans un jardin. Et donc, elle recrute des clients de plus en plus jeunes que sa clientèle traditionnelle en tout cas. Et donc, avec ses 30 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une trentaine de salariés, elle vient de déménager pour passer de Cizeaux à Villeneuve-d'Ascq, où elle a vraiment doublé sa surface pour accompagner sa croissance. Donc voilà, si vous avez envie d'un poulailler pour Noël, n'hésitez pas, Philippine. C'est là où il faut frapper. J'y jetterai un œil. Merci beaucoup, Jeanne. Un article, bien évidemment, à retrouver sur le site du Journal des entreprises et à la semaine prochaine. Merci encore, Thomas Georges. Merci à vous. Merci. Et demain, dans votre magazine Emploi, c'est la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Nous parlerons des Duo Days.